les titres. Et cette question, 6 semaines après son annonce, où en est l'opération main propre lancée par le président du Faso? Pour en savoir davantage, nous avons interrogé la SELC, mais aussi le RENLAC et le CIFOEB. Vous entendrez leurs réponses sur les moyens déjà mobilisés, ce qui reste encore à faire et la nécessité d'aller jusqu'au sommet de l'État. Dans le secteur immobilier, le ministre du Développement urbain et de l'Habitat fait le ménage dans les projets de construction des entreprises immobilières. Sur 400 projets, près de 300 ont été rejetés. Maître Béniwende Sankara et son équipe ont donné les raisons qui ont abouti à cette décision. On parle notamment de non-respect du document de planification urbaine. Tous les détails dans ce journal. C'était le 25 novembre 2021. Dans la stupeur de l'attaque de Inata, dans un discours, le chef de l'État annonçait une opération main propre dans toutes les strates de l'administration publique et privée burkinabé. 6 semaines plus tard, où en est cette campagne anti-corruption? Une question qui peut en cacher d'autres. Jusqu'où pourrait aller cette initiative et avec quels moyens? Roméo Koeta a interrogé le CIFOEB, le RENLAC et surtout la SELC. Reportage. Après avoir annoncé l'opération main propre le 25 novembre 2021, le chef de l'État reçoit en audience le 3 décembre le procureur du Faso et le contrôleur général d'État, Luc Marus Ibriga. Ce dernier saisit l'occasion pour exposer au président du Faso sa vision de cette opération anticorruption qu'il a consignée dans un document. La SELC a remis au chef de l'État un document, ce que nous avons appelé une note de recommandation, qui comportait comment nous voyons l'opération main propre, en posant d'abord les exigences principielles pour une opération main propre, exemplarité, objectivité et refus de l'impunité et du subjectivisme, et des recommandations sur un certain nombre de domaines que nous considérons comme urgents. Au nombre de ces urgences figure l'audit de la gestion financière de l'armée de 2016 à 2021, l'apurement du passif foncier et l'amélioration du cadre juridique de prévention et de répression de la corruption. De cette rencontre avec le chef de l'État à aujourd'hui, près de 6 semaines se sont écoulées. Mais sur le terrain, les choses ont-elles réellement bougé? Nous voyons des signes annonciateurs puisque nous avons ces derniers jours reçu une lettre qui abonde le budget de la SELC d'un supplément de 250 millions que nous avons reçu dans ce cadre. Et au niveau de la SELC, nos différents départements travaillent à mettre en évidence les points qui, dans le cadre de cette opération, devraient être des points prioritaires qui devraient être sondés pour véritablement avoir une situation claire. Où la situation n'est certainement pas encore claire. C'est au niveau de la capacité de l'ASELC à mener convenablement une telle opération avec des moyens financiers limités. Dans l'analyse du budget de l'État exercice 2022, le CIFOEB, Centre d'information, de formation et d'études sur le budget, regrette la diminution des fonds alloués à l'ASELC qui passe de près de 2 milliards de francs CFA en 2021 à moins d'1,5 milliard en 2022. Nous avons constaté dans la loi des finances 2022 qu'effectivement, il y a une diminution des allocations budgétaires pour l'autorité supérieure de contrôle d'État. Mais ce que nous avons compris par la suite, c'est qu'en 2021, dans le budget de l'ASE, il était prévu donc la construction d'infrastructures et que cette construction est terminée en 2022. Donc, ce qui fait que le budget a été réduit de 29%. Mais même ça, cette allocation est nettement en deçà de ce que prévoit la loi portant création et fonctionnement de l'autorité supérieure de contrôle d'État. Alors, on se demande comment cette institution va disposer des moyens, non seulement pour gérer les dossiers qu'elle a déjà traités, mais aussi aller sur le terrain, comme je l'ai dit, pour aller effectuer plus de contrôle auprès des acteurs qui sont chargés de la gestion des ressources publiques. Parce que ça, c'est fondamental. Le contrôle dissuade les malversations et le contrôle peut permettre à l'État et aux contribuables
de récupérer certaines ressources qui ont été perdues par la pratique de la corruption ou d'autres actes de mauvaise gouvernance. En plus de la nécessité des moyens financiers, il faut également un personnel en nombre suffisant, ce qui n'est pas encore le cas pour la structure dirigée par le professeur Luc Marius Ubriga. Effectivement, la SELC aujourd'hui est en sous-effectif. Aujourd'hui, nous avons 23 contrôleurs d'État, alors qu'en 2014, ils étaient 30. Et la projection que nous avions pour 2020, c'était d'avoir au moins une cinquantaine de contrôleurs d'État. Et cette situation est due au fait que les textes, les décrets d'application de la loi organique 082 n'ont pas été pris à temps. Ce n'est qu'en 2021 que la plupart de ces décrets d'application ont été pris, et ce qui n'a pas permis le recrutement. Dans la conduite de cette opération main propre, il n'y a pas que la SELC. Les pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et financières, encore appelés pôles ECOFI, auront un rôle important à jouer. Mais là encore, il faut des ressources financières suffisantes pour plus d'efficacité. Pour mettre en œuvre cette vaste opération anticorruption, il y a donc des préalables. Selon des structures comme le RENLAC, cette campagne main propre devrait débuter au sommet de l'État. Je ne voudrais pas du tout m'engager à donner des noms, mais il y en a tellement qui ont été dénoncés qu'au moins, pour même donner le gage aux gens qu'ils sont au sérieux, on devrait avoir vu déjà certains noms qui sont tombés, mais rien n'est tombé. Donc moi, je pense qu'ils n'ont pas encore démarré le travail de l'opération main propre. Sinon, on l'aurait su. Dans le même ordre d'idées pour le professeur Ubriga, des personnalités comme l'actuel directeur de cabinet du chef de l'État, qui fait l'objet de poursuites judiciaires dans un dossier de cadeaux indus, et le directeur adjoint des douanes poursuivi pour malversation foncière, devraient déjà être suspendus conformément aux tests en vigueur. Il y a aussi ces questions d'audience monnayée et de missions fictives à la présidente du Faso, qui jusque-là restent sans suite et qui ternissent fortement l'image de l'institution. Malgré tout, selon le contrôleur général d'État, l'opération main propre devrait se faire dans l'objectivité en respectant le principe de la présomption d'innocence, plutôt que de donner lieu à des règlements de compte et une chasse aux sorcières. Cette campagne anti-corruption ne concerne pas que l'administration publique. Tous les secteurs sociaux seront pris en compte, a laissé entendre Luc Marius Ubriga, lui qui est d'ailleurs en fin de mandat. Et le nom de son successeur est connu, il s'agit de Philippe Nérignon, nommé au Conseil des ministres la semaine dernière. C'est lui qui devra poursuivre la mission. Et dans les prochains jours, le nouveau contrôleur général d'État devrait rencontrer le président du Faso et le Premier ministre pour mieux peaufiner la suite de cette opération main propre, dont les premiers actes forts sont toujours attendus. Et c'est l'un des secteurs où les cas de malversation et autres faits de corruption sont régulièrement dénoncés. Eh bien, la bulle foncière et immobilière entame peut-être sa cure d'assainissement si on s'en tient à la dernière décision du ministère du Développement urbain et de l'Habitat, qui vient de rejeter 295 projets immobiliers. Pour quelles raisons? Eh bien, Ben Diwende Sankara et ses équipes étaient face à la presse. Détail, explication Abdourazak Traoré. C'est une commission voulue par Maître Benoît Sankara pour assainir le secteur immobilier en attendant l'adoption de la nouvelle loi. Les experts ont analysé en tout 400 projets immobiliers introduits par 92 promoteurs. Au résultat, seulement 105 projets proposés par 44 promoteurs sont jugés recevables et 295 projets sont rejetés. Ces initiatives rejetées foulent au pied le document de planification urbaine, un document qui indique les zones qui peuvent faire l'objet de réalisations immobilières. À noter que près de 60% des projets soumis pour validation sont situés dans la région du centre. Ce sont en réalité plus de 30 000 hectares mobilisés par les sociétés immobilières et en fin de compte, seulement 7 000 hectares sont autorisés à poursuivre les démarches pour l'aboutissement des réalisations.
Quant aux projets rejetés, leurs propriétaires pourront toujours les exploiter à des fins différentes de la promotion immobilière dans le strict respect de la législation. En perspective, le département dirigé par Maître Benouendé Sankara envisage opérationnaliser l'Office de contrôle et de surveillance des projets immobiliers. Une structure qui aura pour mission de s'assurer de l'effectivité des projets et d'empêcher toute violation des textes en la matière. Dans la même veine, la liste des projets conformes au texte sera publiée au grand bonheur des populations qui sauront désormais choisir les offres reconnues par l'État. Au-delà, le ministère dit rester ouvert aux usagers pour toute information complémentaire. Il invite donc les citoyens à consulter les techniciens en cas de besoin. Dans le secteur de la santé aussi, on s'attelle à mettre de l'ordre, un processus qui a débuté dans la région du centre où 46 établissements sanitaires ont été sommés de fermer par un arrêté du gouverneur pour défaut d'autorisation d'ouverture, une mesure diversement appréciée par les organisations syndicales et surtout par les promoteurs des centres de santé privés touchés par la décision. Certains d'entre eux ne comprennent pas ce qui leur est reproché. C'est le cas de la clinique Tanga ORL située au quartier Pissi de Ouagadougou. C'est un dossier signé Abdou Karim Banda à Chimel-Boy. L'arrêté portant fermeture de 46 établissements sanitaires privés de soins situés dans la région du centre est rendu public ce 6 janvier. Ce document signé par le gouverneur de la région du centre indique que ces cabinets de soins, dispensaires, centres médicaux et cliniques ne respectent pas les dispositions des autorisations de création et d'ouverture. Parmi ces structures sanitaires figure la clinique Tanga ORL. Située au quartier Pissi à Ouagadougou, cette clinique existe depuis une vingtaine d'années selon son promoteur, surpris et choqué par cette décision. Pour ce médecin ORL, son établissement ne peut aucunement être fermé car il détient son autorisation de création et d'ouverture. Il va donc se rendre auprès du médecin-chef du district sanitaire de Boulmiougou, dont relève sa clinique, pour comprendre la décision. Il m'a dit qu'ils ont appelé, demandant aux gens d'amener des autorisations d'ouverture et qu'il n'a pas eu de réponse. Personnellement, je n'ai jamais entendu son de fil, le secrétariat non plus. Donc, j'ai dit, je suis là installé depuis plus de 21 ans. 21 ans que je suis là, donc je ne peux pas être là illégalement, comme ça. Et chaque 2 ans, on donne les trucs, l'autorisation. Et c'est comme ça que je lui ai présenté mon autorisation. Une fois cette autorisation présentée, Dr Madi Kabré soutient que le médecin-chef du district sanitaire de Boulmiougou a promis la transmettre au gouvernorat en vue de rectifier le tir. Mais en attendant, ce spécialiste en ORL déplore l'impact d'une telle publication d'une part sur le moral de ses collaborateurs et employés et d'autre part sur le taux de fréquentation de sa clinique qui pourrait connaître une baisse. Je ne sais pas comment je vais rattraper cette situation. En attendant la stratégie pour rattraper ce manque à gagner, il faut faire face à la maison d'assurance. Pire, c'est la période des assurances qui renouvellent début janvier. Alors, donc, ils apprennent comme ça qu'on est illégal et que c'est fermé. Et ça pose un problème. Le propriétaire de la clinique Tanga ORL reconnaît tout de même le bien fondé d'une telle opération qui, selon lui, pourrait assainir le milieu sanitaire où les cliniques privées poussent comme des champignons. Initiative saluée également dans le monde syndical, notamment par le CIMEB, syndicat des médecins du Burkina, pour qui les structures sanitaires privées constituent un levier important de la santé des populations. Nous pensons que d'aller effectivement vers la démarche de souhaiter que les gens respectent ces conditions va permettre de garantir la qualité et la sécurité des soins que ces structures doivent offrir aux populations.
et aussi garantir le fait que les gens puissent se soigner dans la légalité, c'est-à-dire que le privé puisse exercer dans la légalité aussi. Du côté des citoyens, la mesure est aussi bien accueillie. Parce que si le gouvernement a un œil dessus, forcément, ça va éviter qu'on ait de faux médecins et de fausses cliniques. Toutefois, le syndicat des médecins du Burkina pense que les autorités sanitaires peuvent pousser le bouchon plus loin. Donc il faut, au-delà des structures qui ne respectent pas la légalité, aller voir même dans les structures qui ont les conditions d'ouverture, est-ce que les conditions sont remplies, conditions d'hygiène, conditions de pratique médicale, de matériel et tout, pour pouvoir exercer. Les conditions d'hygiène, de pratique médicale et la qualité du matériel de soins, tous ces éléments doivent faire aussi l'objet d'un contrôle permanent dans les centres de santé publics, selon le docteur Idriss Traoré. Au moment où les prestations dans les établissements sanitaires publics sont décriées par les populations, le respect des conditions normales d'exercice contribuera à renforcer la confiance des usagers, indique le CIMEB. Toute autre chose, et cela ne nous a pas échappé, que nous sommes aujourd'hui lundi, et comme tous les lundis, place maintenant à notre chronique éco. Ce soir, on s'intéresse à la filière de la contrebande en Afrique de l'Ouest, un phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur ces 10 dernières années avec la prolifération des groupes armés terroristes au niveau des différentes frontières. Il y aurait même une complicité assez marquée entre contrebandiers et terroristes, selon le rapport 2020 du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Le financement du terrorisme par la contrebande des marchandises, c'est le sujet de la chronique de ce lundi, Archimède Boy. La contrebande et la fraude douanière consistant à passer clandestinement, par tout moyen, des marchandises à travers la frontière douanière, selon les termes de la Convention de Nairobi 1. Ce phénomène a pris de l'ampleur ces 10 dernières années en Afrique de l'Ouest, surtout avec la montée en puissance des groupes armés terroristes. Le rapport 2020 du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest établit une interconnexion entre la contrebande de marchandises et le financement du terrorisme. Mais qu'est-ce qui explique ce lien fortement renforcé entre contrebandiers et groupes armés terroristes? Mais ces contrebandiers ont besoin d'un corridor, ils ont besoin d'une route sécurisée pour faire passer leurs marchandises et ils ont besoin de franchir certaines frontières sans être vus. Donc, ils utilisent souvent ce qu'on appelle des petits groupes armés ou souvent des petites cellules terroristes pour pouvoir faciliter le transport de leurs marchandises. Les produits couramment introduits et exportés en contrebande dans la sous-région sont entre autres l'or, les cigarettes, les produits agricoles, les produits cosmétiques et les hydrocarbures. Pour le dernier cité, ce document révèle que plusieurs litres de carburant ont illégalement circulé entre le Togo et le Bénin en novembre 2011. Je crois que le rapport a interviewé le ministre des Finances béninois qui affirmait que autour de 3/4 du carburant béninois provient du Nigeria, mais de façon illicite, ce qui est quand même assez énorme. Mais il n'y a pas que le Bénin, je crois qu'il y a le Togo aussi, où la contrebande a fait que le barrique d'hydrocarbures, je crois que c'est les 250 litres, coûte au bas mot 150 000 francs CFA. Les contrebandiers sont bien organisés avec des itinéraires bien définis pour chaque type de marchandise. Si je prends le corridor Bénin, Togo, Burkina, c'est plus les cigarettes et le carburant qui passent la plupart du temps. Pour l'autre corridor, c'est-à-dire le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, il s'agit souvent de certains produits de luxe. Il s'agit aussi des voitures volées. Et il s'agit d'appareils, si vous voulez, les appareils électroniques. Ce phénomène met en péril l'environnement des affaires et entrave la croissance économique des États ouest-africains. Mais l'impact n'est pas qu'économique. Mais aussi une perte physique parce que vous vous rappelez qu'au Burkina Faso, il y a eu des cas où des postes
de douane ont été la cible justement de ces trafiquants parce qu'ils voulaient ils voulaient trouver un passage. Les pertes sociales, les pertes physiques, parce qu'on a des agents qui meurent sur le terrain en voulant lutter justement contre cette contrebande-là. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont des étendues de frontières non surveillées, indique ce rapport du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Toute chose qui rend difficile la lutte contre la contrebande dans ces pays de l'Interland sans déboucher sur la mer. Et maintenant, cette statistique, sur 2206 km de route dans la capitale burkinabé, seulement 27% sont bitumés. Et bien, pour inverser la tendance, l'agence municipale de grands travaux, en collaboration avec la mairie de Ouagadougou, mène la réflexion au cours d'un atelier qui vise essentiellement à explorer des mesures alternatives et complémentaires de financement des voiries dans la ville de Ouagadougou. Abdoukarim Banda, Ahmed Boy. Sur les 3000 rues longues de 2206 km que disposait Ouagadougou en 2015, seulement 595 km ont été aménagés avec 200 km bitumés. Ce déséquilibre entre les besoins des citadins et les infrastructures disponibles est lié, selon le maire Armand Bewende, aux difficultés de mobilisation des financements nécessaires. Ces ressources, il faut impérativement les trouver. Et pour y arriver, l'AMGT, l'Agence municipale des grands travaux et la commune de Ouagadougou initient cet atelier en vue d'explorer des mesures alternatives et complémentaires de financement des voiries dans la ville de Ouagadougou. Dans le programme de développement de la ville de Ouagadougou, la mobilité urbaine est une de nos grandes priorités. Et qui dit mobilité urbaine dit voirie, qui comprend et les routes, et l'assainissement, c'est-à-dire tout ce qui est caniveau, et plusieurs autres équipements qui permettent aux citoyens de pouvoir se déplacer. Et jusqu'aujourd'hui, pour financer ces équipements qui sont très lourds, nous sommes obligés d'aller chercher de l'argent chez les bailleurs de fonds et également sur le budget communal ou national. Quand vous voyez les chiffres, les besoins sont tellement immenses que si nous ne réfléchissons pas à une innovation de captation de financement, on n'est pas sûr de pouvoir y arriver. La tenue de cet atelier témoigne de la volonté de la commune à trouver des solutions aux problèmes de voirie que connaît la capitale. Et pour le directeur général de l'AMGT, la réflexion mérite d'être menée. Il s'agit donc de faire de gros investissements, donc ça appelle beaucoup de financements. Les chiffres, vous les avez suivis, on a un peu moins de 30% de nos voiries qui sont bitumées. Et une voirie à Ouagadougou, c'est au bas mot 1 milliard de kilomètres. Et on a encore plus de 2000 km à aménager. Nos partenaires vont nous accompagner, c'est sûr. L'État va nous accompagner, c'est sûr, mais ça ne va pas être suffisant. C'est pour ça qu'on a jugé nécessaire de réfléchir donc à des financements alternatifs. À terme, cet atelier devrait produire 3 grands résultats, dont l'identification des modes de financement alternatifs des projets de voiries urbaines, la proposition de mesures fiscales contribuant à leur autofinancement et enfin, la participation du secteur privé au financement de ces voiries urbaines. La diaspora burkinabé vivant en Guinée équatoriale s'inscrit dans l'élan de solidarité envers les personnes déplacées internes. Elle a offert des vivres et des non-vivres à ces personnes vulnérables, un geste qui intervient après l'appel au soutien lancé par l'UNIR MPS. Amadou Diko. La diaspora burkinabé vivant en Malabo, en Guinée équatoriale, a répondu à l'appel à la solidarité lancé par l'UNIR MPS pour soutenir les personnes déplacées internes. À travers ces 2 tonnes de riz, ces Burkinabés vivant à l'extérieur veulent apporter les soutiens à leurs frères et sœurs affectés par la crise sécuritaire.
Un élan de solidarité soutenu aussi par le promoteur du complexe scolaire Kwanda et les bravos du siècle. Il offre aussi un lot de vêtements au mouvement patriotique sankariste. L'appel à la solidarité lancé par l'UNIR MPS nous a touché en tant que structure d'éducation. Nous avons, par cet appel, apporté notre contribution en envoyant des habits composés pour femmes et pour hommes en façon d'enfants en majorité pour nos frères déplacés internes. Tout en exprimant sa gratitude à l'endroit de ses donateurs, Maître Benewende Sankara a profité de l'occasion pour interpeller les autres Burkinabés à accompagner l'initiative. C'est vraiment le geste qui, pour nous, dans le cadre de la collecte des dons divers que l'UNIR MPS a lancé, interpelle l'ensemble des Burkinabés. Et particulièrement, ce geste interpelle la diaspora burkinabé, c'est-à-dire les 10 millions de Burkinabés vivant à l'étranger, parce qu'il s'agit d'une solidarité nationale, parce qu'il s'agit de tous les Burkinabés qui sont invités à créer cette cohésion sociale pour venir en soutien notamment aux personnes déplacés internes qui sont aujourd'hui dans un dénuement total. Le Burkina Faso compte plus d'1 500 000 personnes déplacées internes, un chiffre inquiétant qui a poussé l'Union pour la renaissance du mouvement patriotique sankariste à lancer une campagne de collecte de fonds en vue de venir en aide à ces hommes, femmes et enfants en situation difficile. Direction à présent l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso, où s'est rendu le ministre de l'Enseignement supérieur au lendemain des violentes manifestations d'étudiants, des scènes de course-poursuite et de jets de pierre qui ont fait plusieurs blessés. Alkassoum Maïga a tenté de faire tomber la tension sur place au cours d'une réunion avec les différents protagonistes avant de se rendre au chevet des blessés, surtout Justin Dabiré. Les manifestations survenues à l'université Nazi Boni les 13 et 14 janvier 2022 ont fait une dizaine de blessés, dont 4 toujours hospitalisés pour des blessures caractérisées par un traumatisme balistique du bras gauche et des fractures aux jambes et aux vertèbres lombaires. Des blessés à qui le ministre en charge de l'enseignement supérieur a rendu visite et rassuré de leur prise en charge. On a également échangé avec le DG de l'hôpital qui nous a rassuré que dans la phase d'urgence, ils avaient donc assuré tous les besoins de prise en charge sans avoir recours au ministère de l'Enseignement supérieur. Et qu'actuellement, ils sont dans la phase d'hospitalisation. À ce niveau également, ils vont continuer donc d'assurer la prise en charge le temps qu'on puisse faire le point avec l'enseignement supérieur pour voir ce qu'il faut faire. Nous avons également remis le contact du DR du CENU pour que s'il y a des besoins qu'on ne pouvait pas prendre en charge au niveau de l'hôpital, que les étudiants rentrent en contact avec le DR du CENU afin qu'effectivement, en ville, on puisse trouver le nécessaire. Au niveau académique, le ministre dit également instruire l'université afin qu'elle accompagne les blessés pour ne pas qu'ils soient pénalisés sur certaines évaluations. Des mesures et une visite du ministre qui soulagent les blessés. Ils n'ont même pas considéré la communauté étudiantine même petit même. Et regardez les balles qu'ils ont essayé de tirer sur nous. C'est des balles réelles. C'est des balles réelles. Vraiment, je condamne que le ministre fait tout possible et condamner tous ces choses-là, tous ces actes-là, les responsables de ces actes-là qu'il condamne. Parce qu'on ne peut pas faire intervenir la police sur les sites jusqu'à les réprimer et utiliser des balles réelles sans qu'on situe les responsabilités. Que ce soit ceux qui sont intervenus, que ce soit ceux qui ont donné l'ordre pour l'intervention, nous pensons qu'il faut qu'on situe les responsabilités et que les gens puissent répondre devant les faits. C'est extrêmement important. Mais le ministre nous a fait comprendre qu'il n'est pas là pour faire un procès. Lui, il est dans une logique d'apaiser la situation. Avant la visite aux blessés, le ministre Alkassoum Maïga et les autorités de l'université Nazi Boni ont eu de longues heures d'échange avec la coalition d'étudiants protestataires et les délégués de promotion. Des échanges qui ont permis au ministre et à la coalition de s'accorder sur 4 des 6 points de revendication des manifestants. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de problèmes de communication. Il y a des actes que nous engageons,
il y a des décisions que nous prenons qui ne sont pas suffisamment clarifiées au niveau donc des étudiants qui sont censés être nos patients ou nos clients. Et donc aujourd'hui, nous avons discuté, on s'est entendu sur 4 points. Il y a 2 points où nous avons avancé des arguments, mais la partie étudiante n'a pas été tellement convaincue de cela. Et nous avons décidé de continuer les échanges par rapport donc à ces 2 points-là. Les 2 points de discorde concernent la question de l'exclusion de nos camarades. Nous avons estimé qu'il faut purement et simplement annuler la décision de suspension de ces camarades. Et le 2e point de discorde concerne les réformes visées au niveau des allocations sociales, notamment le FONER et la bourse. 70% de nos questions ont eu une réponse, même si pour le moment, il n'y a pas d'éléments perceptibles sur le terrain. Et 30% n'ont pas eu d'éléments de réponse. Et nous pensons que ces 30% pèsent plus que les 70%. La coalition prévoit la tenue de son assemblée générale dans les jours à venir pour faire le point des événements et des rencontres tenues avec le ministre. Il appartiendra aux étudiants, précise Moubarak Yoda, porte-parole de la coalition, de dégager la conduite à tenir. Voilà, les étalons du Burkina donc qualifiés pour les 8e de finale de la CAN de football. Restez sur BF1, vous aurez toutes les images, les analyses du premier tour des étalons du Burkina, les images du match, l'ambiance avec les supporters des étalons, avec notre envoyé spécial au Cameroun, le Copa Belga, mais aussi sur le plateau, ici même, autour de présentateurs du Sport Time, du jeune, talentueux et dynamique Arsène Konitamde qui revient tout fraîchement de congé 21h00. Restez pour votre émission de sport préférée, le Sport Time. Moi, je vous dis demain, 19h30. Au revoir.